Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21, je suis en compagnie de Clyde Lugy-Belmont. Salut. Et aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale puisqu'on va analyser un peu la situation autour de l'écurie Racing Point qui deviendra Aston Martin l'an prochain. Beaucoup de choses dont on doit parler aujourd'hui. En priorité, bien évidemment, le line-up, mais aussi les liens qui unissent cette écurie à son motoriste Mercedes. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. On aimerait dire en préambule que on va s'occuper que de la partie F1 d'Aston Martin. Si vous voulez vous occuper des autres catégories, c'est-à-dire de leur projet Hypercar qui est tombé à l'eau, de leurs différentes catégories GT et de tous les projets qu'ils ont à côté, il y a un article qui est sur le site de Multi-21 qui sera mis dans la description et vous pouvez y faire une visite. Et bien évidemment, on revient sur un peu le projet Aston Martin de Stroll dans son global. Mais Clyde, je te laisse nous parler de ce line-up un peu spécial Stroll-Vettel. Est-ce que c'était le bon choix de line-up dans une saison où on a eu des rumeurs avec Perez et Hülkenberg aussi? À partir du moment où Vettel devient disponible, c'est sûr que c'est toujours intéressant pour une équipe qui a une certaine ambition. Si Aston Martin, si ce nom-là revient en F1, c'est quand même une certaine ambition. Donc c'est toujours intéressant de recruter un champion du monde. Stroll, étant le fils du propriétaire, il est quand même quasiment indéboulonnable. Son père aurait pu probablement lui trouver une place dans une autre équipe s'il avait vraiment voulu, mais je pense que il est quand même satisfaisant dans cette saison-là, dans son rôle chez Racing Point. Il ramène des points, il a quand même plus de points que Perez, même si Perez a loupé 2 Grands Prix. Quelques déboires dans les 2 derniers Grands Prix qui ne sont pas forcément de sa faute, mais il est solide, il est présent. Donc là-dessus, le fait qu'il soit conservé, c'est pas forcément non plus une surprise. C'est le fils du patron, il fait quand même le boulot. Voilà, la question c'était Perez, Vettel, qu'est-ce qu'on fait finalement? Perez, c'était le pilier de l'équipe Force India dans sa dernière période, c'était le pilier de l'équipe Racing Point dans ses premières années, dans finalement sa seule vie. C'est le type qui a sauvé l'écurie. Sans Perez, il n'y aurait pas d'écurie basée à Silverstone en F1. Le dernier reste en fait de ce qui était Jordan Racing aurait disparu. Donc il a quand même un poids assez important dans l'histoire de l'écurie. Mais voilà, à partir du moment où Vettel devient disponible, c'est sûr que on peut se poser la question. Maintenant, quand on regarde la saison de Vettel, on peut se poser d'autres questions. Perez, il fait quand même le boulot, il est présent à chaque Grand Prix, il fait le job, il ramène les points. Il n'est pas si loin derrière Stroll en ayant loupé 2 Grands Prix quand même. Alors, on va dire il y a la bêtise de s'être fait contaminer au coronavirus. Comment ça s'est fait? Est-ce qu'il a réellement fait des bêtises plus que d'autres? Je sais pas, mais ça aurait pu être plus. Oui, là-dessus on ne jugera pas. Voilà, on va pas juger ces histoires-là, bien évidemment. Et je suis même pas sûr que c'est joué en fait. Oui. Je pense ils ont vraiment vu le nom de Vettel champion du monde avec Aston Martin qui revient en F1. Ça fait une histoire. Et ça permet éventuellement de mettre en valeur le jeune, parce que Vettel, dès qu'il est face à un jeune, Ricciardo ou Leclerc, ça va moins bien. Et ça se voit cette année, il y a un mystère chez Ferrari, on ne sait pas ce qui se passe sur la voiture de Vettel. Est-ce que ça se trouve entre le volant et le siège? Probablement, mais Vettel il est plus du tout là. Donc c'est vrai que moi je serais le patron d'Aston Martin, je sais pas quelle garantie en fait Vettel a apporté par rapport aux performances finalement. Alors je vais te rejoindre sur Vettel. Déjà un petit symbole, on enregistre juste après le Grand Prix de Russie là. Ouais. Aujourd'hui, de façon comptable, Vettel n'est plus en course pour le championnat du monde quand Perez et Stroll le sont encore, sachant que Sébastien Vettel a une Ferrari. Donc ça c'est un point symbolique bien évidemment, puisqu'on sait que le championnat va jouer entre Hamilton, Bottas et Verstappen, mais quand même c'est un symbole qui est assez important. Champion du monde je crois encore. Et voilà, et Leclerc est devant. Et là tu as amené un point important, c'est Sébastien Vettel face à des jeunes coéquipiers. Lorsqu'on avait présenté la saison 2019 sur Multi-21, on en avait parlé à l'époque, c'était Aurélien et moi qui avons fait la présentation, où on disait attention, la dernière fois que Sébastien Vettel a été face à un jeune coéquipier, c'était Daniel Ricciardo, ça s'était très mal passé. Là, c'est encore le cas avec Charles Leclerc, et on peut supposer que face à Lance Stroll, qui est en plus le fils du patron et qui, on le sait, est un peu chouchouté, dorloté, même si c'est pas un mauvais pilote, tu l'as très bien défendu, et je suis le premier à défendre Lance Stroll, mais on sait que les améliorations arriveront peut-être en premier chez lui. Sébastien Vettel va se retrouver encore une fois dans un environnement où il est face à un gamin qui peut-être apprend plus vite la monoplace que lui. Et lorsqu'on voit la saison actuelle de Sébastien Vettel, vraiment, moi je commence à me poser la question, c'est quel est l'intérêt pour Racing Point de casser ce duo? Tu l'as dit, Perez c'est l'homme qui a sauvé cette écurie. Sergio Perez c'est aussi un mec qui était là depuis 2014 quand même dans cette voiture, donc qui a fait 7 saisons avec cette écurie sous ses dénominations Force India puis Racing Point. On lui a collé
Hülkenberg, on lui a collé Ocon, on lui a collé Stroll, et à chaque fois ça a été lui le pilier, le patron de l'équipe qui a accompagné ces pilotes-là, même si on attendait d'Hülkenberg un peu un meilleur niveau sur ses premières années. Mais c'est assez incompréhensible. Et alors, il y a des notions d'âge, bien évidemment, il n'y a pas grand écart entre Sébastien Vettel et notre ami Sergio Pérez, mais Sébastien Vettel aura 34 ans l'an prochain, et depuis ses 32 ans depuis l'année dernière, et même j'ai envie de dire depuis le milieu de la saison 2018 et son crash à Hockenheim, on a l'impression qu'il y a une cassure chez Sébastien Vettel, et je me demande comment un pilote comme ça peut se relancer dans un autre cocon que son cocon à lui qui était le cocon Ferrari. C'est la première chose moi qui m'embête un petit peu par rapport à ce duo. Oui, après il y a peut-être aussi le cocon Ferrari qui ne fonctionne plus pour Vettel, c'est un environnement quand même très particulier. Oui. Donc il y a peut-être l'idée de la part de Vettel, c'est pas si inintéressant que ça d'aller chez Aston Martin, dans le sens où c'est peut-être l'occasion de se recréer un autre cocon, un peu comme était Red Bull, parce qu'il sait que Red Bull est passé à autre chose, il en a conscience. Vettel, je pense que ça n'a jamais été une option pour lui. Contrairement à Alonso et Renault, on va dire qu'ils se sont toujours plus ou moins retrouvés, qu'ils vont encore se retrouver. Vettel sait que Red Bull passe très vite à autre chose. Par contre, aller dans une écurie avec une marque aussi prestigieuse, en étant soi-même champion du monde, il a dû se dire je vais pouvoir faire mon cocon, me relancer. Sauf que il y a le Castrol, et ça va être un gros os à mâcher pour Vettel finalement. Effectivement, et puis pour terminer là-dessus, on sait que Alonso est en plus un pilote qui aime bien retourner chez Zex, il l'a fait avec McLaren, il l'a fait avec Renault, là où c'est pas forcément le cas de Sébastien. Voilà, il pourrait le faire avec Ferrari, là où c'est pas forcément le cas de Sébastien Vettel. Mais tu l'as dit, Lance Stroll, il y a aussi une donnée importante sur Lance Stroll, c'est que on le défend globalement. Lance Stroll, il a été beaucoup pointé du doigt par rapport au fait que c'est le fils du patron et que forcément il est en F1 parce que son papa est milliardaire. C'est en partie vrai, c'est en partie faux, parce que c'est un gamin qui a du talent aussi, il faut pas le nier, hein. On n'est pas champion d'Europe de F3 sans talent. Le problème, c'est que sur les 4 premières saisons de Stroll en F1, on a eu 3 saisons de Stroll équipier et une seule saison de Stroll leader d'écurie. C'était en 2018 chez Williams. Et 2018, c'est la pire saison de Williams, puisque l'année précédente, en 2017, ils sont 5e du championnat. En 2018, ils terminent dernier. Alors leur saison 2019 sera pire, mais en fait, elle est basée sur leur saison 2018. La voiture est développée pendant l'année 2018. Ouais. Et donc, en fait, la seule saison qu'on a de Lance Stroll, véritablement patron d'une équipe, c'est une saison qui s'est très mal passée. Et là aussi, avec un Vettel qui arrive de l'extérieur et qui sera finalement nouveau, même malgré son statut de quadruple champion du monde, ça peut être aussi un facteur important. Effectivement, se séparer de Perez, ça remet un peu le spotlight sur Stroll et ses qualités de leader, de développeur, de dire ça fonctionne, ça fonctionne pas. Et c'est vrai que cette année-là sur Williams, elle pose question sur la capacité de Stroll à mener l'équipe en attendant que Vettel y fasse son trou. Ça va être intéressant à voir, effectivement. Effectivement, donc il faudra se reposer la question l'an prochain, mais en enlevant un Sergio Pérez qui était à la fois un moteur pour l'équipe et en même temps une aide pour Lance Stroll, on se retrouve avec un pilote qui n'est pas forcément bon lorsqu'il est leader et un pilote qui n'est pas forcément bon lorsqu'il se retrouve avec un jeune coéquipier. Donc peut-être que l'alchimie peut prendre, parce que la pointe de vitesse de Sébastien Vettel et la pointe de vitesse de Lance Stroll, on les connaît, ça peut devenir quelque chose d'assez excellent, surtout que l'année prochaine ils auront encore une voiture un petit peu plus performante, on va en reparler dans quelques instants, mais ça peut quand même créer un risque. Tout à fait. Nous profitons de cette petite pause pour vous dire de vous abonner à la chaîne de Multi21. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, à vous dire ce que vous pensez du retour d'Aston Martin en F1 près de 60 ans après, de ce duo Lance Stroll, Sébastien Vettel, et nous retournons tout de suite à la vidéo. Alors abordons le deuxième sujet. On le sait, il y a des liens étroits entre Mercedes et cette écurie Racing Point Aston Martin qu'on a souvent renommé les Mercedes Roses cette saison, à juste titre. On sait aussi qu'il y a des liens entre Toto Wolff et la marque Aston Martin, puisque Toto Wolff est actionnaire de la marque Aston Martin, comme Stroll qui est le propriétaire et actionnaire majoritaire. On sait que Mercedes et Aston sont aussi liés sur les voitures de route, puisque les moteurs des Aston Martin Vantage de roule, ce sont des moteurs Mercedes. Donc au final, est-ce qu'on n'est pas aussi dans un cas un peu dangereux d'une écurie satellite qui a quand même beaucoup de liens avec la maison mère Mercedes? Alors c'était le cas effectivement, on aurait pu craindre que c'était vraiment le cas avec Racing Point, qui n'a pas forcément un nom. Force India, Jordan, c'était devenu des noms, des marques, des écuries. Alors même si ils étaient Force India était dans la mouvance Mercedes, c'était qu'il y avait une identité propre. Racing Point, ça reste quand même assez flou. On sent bien que c'est le nom qui a été choisi un peu dans l'urgence et en attendant de trouver mieux. Et Lawrence Stroll a trouvé mieux en leur obéissant Aston Martin. Mais Aston Martin, c'est quand même un nom. C'est-à-dire, c'est pas dire que ce sera l'écurie satellite de Mercedes. Je pense que c'est plutôt en fait
Mercedes aussi qui prépare, qui met pas tous ses œufs dans le même panier, qui prépare un peu son désengagement. Toto Wolff, il a des actions dans l'écurie Mercedes, il a des actions dans le constructeur Aston Martin, il a des actions encore chez Williams, qu'il a toujours pas réussi à vendre. Donc il met ses œufs un petit peu pas dans le même panier. Et je me dis que pendant un moment, ce projet Aston Martin, c'était un petit moyen pour éventuellement pour Toto Wolff. Si Mercedes arrêtait l'écurie course, d'avoir une occasion pour Toto Wolff, d'avoir un poste quelque part, de continuer à faire avancer une équipe. Mercedes a l'air de s'être réengagé de façon plus pérenne. Le rôle de Toto Wolff va probablement évoluer. Je pense qu'il est un petit peu fatigué par son rôle de team principal de Mercedes, donc on verra ce que ça va donner. Mais je pense que finalement, même avec cette histoire de rétro-ingénierie, en fait, plus que de la copie, je pense qu'ils ont fait de la rétro-ingénierie à grande échelle, avec peut-être un petit coup de pouce de Mercedes ou peut-être pas, ça je suis pas capable de le dire. Mais je pense qu'Aston Martin vient pour son nom et pas pour être une écurie satellite de Mercedes. Après, je le voyais plus pas comme une écurie satellite, mais comme une écurie sœur. Et je me projetais davantage pas sur le règlement 2021 qui sera très figé et qui sera la fin d'une ère, mais plus sur le règlement 2022. Voilà. On sait qu'il y aura beaucoup de partage entre les écuries et notamment entre les écuries qui partageront le même bloc moteur. C'est plus sur ce côté-là en fait. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à Toto Wolff qui place ses pions pour avoir en 2022 non pas une mais deux écuries dominantes dans lesquelles il y a des parts. Tu l'as dit, il y a aussi des parts dans Williams qui a aussi des moteurs Mercedes pour l'instant. C'est aussi le jeu de Toto Wolff d'avoir des pions un peu partout, et dans cette ère 2022 qui va être celle du partage théoriquement entre les différentes écuries, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir un espèce de conglomérat avec Mercedes, Aston et peut-être Williams, ou peut-être pas, peut-être que ça a changé, mais en tout cas avec Mercedes et Aston, de dominance de la F1 à 2. Oui, non, dans le sens où oui, il y aura il y aura des pièces normalement qui seront en open source, qui seront je sais pas comment on dit ça en français, mais en données libres en fait. Mais dans le même temps, il y a un mouvement pour empêcher la rétro-ingénierie. Donc il y aura pas, ils ne pourront pas faire de partage de la même façon qu'ils ont peut-être fait cette année, qu'ils auraient voulu faire probablement dans le futur. Pareil pour Red Bull et AlphaTauri. Donc je pense qu'on va quand même vers une Formule 1 où chaque équipe doit être la conceptrice de sa monoplace, même si ils ont le droit d'utiliser un certain nombre de pièces, ou en tout cas de travailler à partir d'un certain nombre de pièces qui sont en open source. Par contre, politiquement, là oui, et ça on y est depuis des années en Formule 1, et c'est un gros problème quand même, d'avoir ces conglomérats qui suivent un motoriste. On le voit déjà avec McLaren qui n'est pas encore chez Renault, mais qui a changé de position sur les grilles inversées. Bon, heureusement, là je suis d'accord avec Mercedes, mais McLaren était pour les grilles inversées apparemment en début de saison, et là en septembre Zach Brown dit qu'il est contre. Et pour moi c'est clairement un effet du passage chez le moteur au moteur Mercedes, et je pense qu'il faut travailler de plus en plus vers une plus grande indépendance politique entre les écuries. Et ça c'est le gros danger à partir de 2022, mais on y est dedans depuis le milieu des années 2000. Bon, on y est dedans là, très clairement depuis que Toro Rosso et Red Bull sont ensemble, et dernièrement depuis que Haas, Ferrari et Sauber puis Alfa Romeo se sont mis ensemble. Et c'est aussi un moyen pour Mercedes d'avoir aussi son conglomérat autour. Et finalement, dans toute cette histoire, mais on en reparlera sans doute plus tard, c'est Renault qui se retrouve un peu seul. C'est Renault qui n'a jamais joué à ce jeu-là et qui se retrouve effectivement tout seul sans écurie. Mais c'était déjà le cas aussi avec les pneus. En fait, avant le moteur, c'était les pneus. Il y avait le conglomérat Michelin et le conglomérat Bridgestone. Et c'était très clair, on avait les deux camps. Mais comme c'était deux camps à peu près égaux, ça passait encore. Là, on a très peu de motoristes finalement. Et on a besoin de plus de diversité en termes de moteur en Formule 1. Ça me semble que ça va être un gros chantier pour la réforme moteur en 2026-2027, je sais plus. Mais ça va être le gros chantier, c'est d'avoir plus de diversité de motoristes pour avoir plus d'indépendance politique. En tout cas, cette situation de l'écurie Aston Martin intrigue. On verra ce que ça donnera en 2021 avec ce duo Vettel-Stroll
qui est un gros point d'interrogation sur le papier, ne nous mentons pas, malgré le talent indéniable des deux pilotes. De ce lien Mercedes-Aston Martin qui sera un gros point d'interrogation pour l'année d'après. Bref, une écurie un peu tensée de mystère et un Lawrence Stroll toujours très mystérieux et très silencieux sur ses positions. Hein. Mais je te remercie d'avoir parlé de ça avec moi. Merci à toi de m'avoir invité. Et c'était super intéressant. Et n'hésitez pas à lire l'article sur le site qui est plutôt consacré à toute la stratégie de Aston Martin sur un plan plus global. Et on espère se revoir très bientôt sur Multi21 pour d'autres vidéos. Salut! À bientôt!